Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de cette deuxième étape du Tour de France. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé dans cette journée, le grand résumé de l'étape, la note de l'étape comme d'habitude, bilan des bleus, coureurs au top, les bonnets d'âne et puis en fin de vidéo, le classement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. On sait que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. TikTok, short, juste après l'arrivée des étapes du Tour de France. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Vous pouvez également soutenir mon travail sans forcément donner de l'argent. Plus vous cliquez rapidement sur une notification, sur une miniature de vidéo, plus cette vidéo est mise en avant. Et donc, pour avoir les notifications de mise en ligne de vidéo, n'hésitez pas à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. On commence tout de suite avec cette étape numéro 2. Petit point Anthony Forestier. Alors oui, on a compris qu'il a enfin un deuxième écran, qu'il peut mettre qui peut diffuser deux choses en même temps. Le problème, c'est qu'il faudrait s'en servir de temps en temps. Alors oui, j'ai rien contre Cavendish, on s'en sert pour savoir dans quel état est Cavendish. Bon, c'est intéressant au début quand il est lâché pour voir si le mec peut revenir. Par contre, moi ce qui m'a posé problème, notamment c'est dans la première montée du Colle San Luca, on ne savait absolument rien de ce qui se passait dans le peloton. Et l'objectif d'avoir un double écran, c'est dans ce genre de situation. C'est quand on a deux courses en une, comme l'étape du jour. Et dans quasiment les deux passages du Colle San Luca, ce double écran n'a pas été utilisé. Donc je trouve ça très dommageable. On passe tout de suite au résumé de cette étape. Étape numéro 2, avec un non partant, un abandon hier, Gazzoli. Pas de souci sur le podium de signature, contrairement à hier avec Jan Hirt. Et donc on pouvait s'élancer pour 201 km du côté de Cesenatico, la ville de Marco Pantani. Abramson, Turgis, Neylands, Van Der Poel, Genietz, Paché ou encore Van Moer ont tenté de s'échapper, ont attaqué dès les premiers kilomètres. Certains réussiront à prendre la bonne échappée, mais d'autres non, notamment Van Der Poel ou Genietz. À 188 km de l'arrivée, la bonne échappée sort avec Quentin Paché, Axel Laurence, vous avez également Hugo Houle, Oliveira, le coureur de la Movistar, on avait également Kevin Vauquelin et Christian Rodriguez, pardon. On avait Tennyson, Bran Welton, Terrada, Jordan Jegat, Abramson. Et il m'en manque un, bien entendu. Non, Nelson Oliveira était là, donc Tennyson, donc j'avais tout le monde. Vous avez un deuxième groupe qui tente de sortir avec Van Moer et Matthews, mais c'est un petit peu tard, hein, comme on le verra à 176 km de l'arrivée, donc 12 km après que la bonne échappée soit sortie. Entre le groupe 1 et le groupe 2, il y a désormais 1 minute 25 d'écart. Le peloton, lui, est à 3 minutes 57 et ça va déjà moyennement fort pour Cavendish, lâché dans la première des deux premières difficultés avant le circuit d'Imola. Il est à 4 minutes 35. À 152 km de l'arrivée, eh bien, ce deuxième groupe est repris. Cavendish revient dans le peloton et à 141 km de l'arrivée, l'écart entre le peloton et l'échappée est de 8 minutes. Côte de Monticino, c'est Abramson qui passe en tête devant Houle. Welton, à ce moment-là, le coureur de la DSM est lâché et n'arrivera jamais à revenir. Côte de Galisterna, on se souvient la côte Julien Alaphilippe, c'est Abramson encore en tête devant Christian Rodriguez. Et à ce moment-là, il y a 6 minutes 30 entre le peloton et les échappés. Bran Welton est à 4 minutes et sera repris à 86 km de l'arrivée. Sprint intermédiaire remporté de nouveau par Abramson devant Terrada. Et au moment du passage du peloton, sprint du peloton qui sera remporté par Arnaud Démare devant Brian Cocard, il y a une chute avec Van Aert, Jorgensen et Lorenz de plus. Tous ces coureurs repartiront encore une fois
du côté de la Visma Lease the Bike, une nouvelle chute. Et je ne crois pas que ça soit seulement de la malchance quand il y a autant de chutes à ce point-là. Est-ce que c'est parce que du côté des oreillettes, on essaie de donner beaucoup trop d'informations et que ça distrait les coureurs, ou est-ce que c'est le matériel qui n'a pas une adhérence efficace? Bramwellton est repris à 77 km de l'arrivée. À ce moment-là, l'écart entre l'échappée et le peloton est de 7 minutes 26, alors que je viens un petit peu de m'étouffer. À 70 km de l'arrivée, l'écart sera de 9 minutes, et à 60 km de l'arrivée, dans la côte de 4e catégorie, c'est Abrahamson qui passe en tête, et surtout l'écart est de 9 minutes 33. Ça sera le point culminant de cet écart, car derrière, la Lotto va commencer à rouler avec Victor Campenaerts. À Monte Calvo, dans la banlieue de Bologne, Abrahamson passe en tête devant Rodriguez. À ce moment-là, l'écart est de 6 minutes 50. Il descendra à 6 minutes à 40 km de l'arrivée, car vraiment, ça commence à rouler extrêmement fort, avec un petit peu de Visma Lease the Bike, mais surtout beaucoup de Campenaerts, notamment pour Maxime Van Gils. Et Cavendish est lâché avec 10 minutes de retard. Et Jacobsen surtout lâché avec des crampes à 12 minutes 17. Commence à s'inquiéter de nouveau pour les délais. 37 km de l'arrivée, l'écart n'est plus que de 4 minutes 17. Ça descend vite. Et on arrive au premier passage dans San Luca. C'est Jordan Jegat qui lance ses hostilités avec une première attaque. Hugo Hull n'arrive déjà pas à suivre. Attaque contrée par Christian Rodriguez, suivi par Paché. Et ce qui fait que c'est Tennyson et Oliveira qui à ce moment-là sont lâchés. Sauf que tout le monde arrive à rentrer, et dans le pif-paf, dont je vous avais parlé dans cette côte de San Luca, c'est Axel Laurence qui décide d'accélérer, et Sol Vauquelin arrive à suivre difficilement. Dans le peloton, on a une accélération de Van Aert qui se place en tête de groupe. Au sommet de San Luca, alors j'ai oublié de noter le classement au sommet de San Luca, j'ai oublié de regarder là sur Pro Cycling Stats. Je vous dirai peut-être ça un petit peu plus tard. L'écart entre l'échappée et le peloton n'est que de 3 minutes 26. On se dit, si ça ralentit pas dans le peloton, ça peut commencer à être inquiétant. Il va pas falloir se regarder. Sauf que du côté du peloton, on commence à se regarder. Et puis à 21 km de l'arrivée, alors qu'on est sur du plat, un groupe de 3 coureurs arrive à s'échapper avec Oliveira, Abrahamson et Kevin Vauquelin. Et là, c'est une grande surprise. Certains adversaires n'ont pas ciblé Vauquelin, ce qui a été une erreur. Et ce qui fait qu'à l'approche du dernier tour, sur le passage sur la ligne du dernier tour, entre les deux groupes, le groupe Vauquelin et le groupe Axel Laurence, il y a 15 secondes. Et le peloton, lui, est à 3 minutes 50 et a vraiment énormément ralenti. On a au même moment une attaque avec Benelli, Hot Christian Eking, Lutsenko et Barguil. Alors Benelli, encore une fois, à contre-temps, comme hier, on a même un petit peu du mal à comprendre quel était l'objectif. Pas vraiment de durcir la course, ou si c'était de durcir la course, c'était pas vraiment l'idée du siècle. À ce moment-là, donc, on se retrouve à avoir seulement 33 secondes entre le groupe 1 et le groupe 2, au pied du dernier passage du Colle San Luca. Le peloton, lui, à ce moment-là, est à quasiment 4 minutes et ne reviendra pas. Et Vauquelin attaque dès le pied. Abrahamson s'accroche, et puis au moment du pif-paf, il a le casque qui va planter dans la pente, et c'est Vauquelin qui commence à augmenter son avance au sommet. Il a 50 secondes d'avance, et Abrahamson ne reviendra jamais, repris par les hommes de derrière. Il arrivera quand même à récupérer la 2e place, mais Kevin Vauquelin s'imposera. Première victoire du côté d'Arkea BNB Hotel dans l'histoire de cette formation sur un grand tour et sur le Tour de France en particulier. On regarde tout de suite les sondages. Je vous avais posé 2 questions ce matin. Première question pour vous, qui va gagner cette 2e étape? Tadej Pogačar 46%, un autre coureur 44%, 5% pour Bettiol, 5% pour Martinez, 0% de Thiago Buitrago qui n'avait pas fait le plein. Et donc vous aviez presque raison, c'était un autre coureur. Et puis 2e sondage, demain Romain Bardet va-t-il garder son maillot jaune?
Eh bien, c'était 50-50. Eh bien, il ne l'a pas gardé, mais pour pas grand-chose au final, hein, 3-4 secondes. Donc on voyait bien que c'était une bonne question, que c'était assez serré. Je rappelle que vous pourrez répondre à ces sondages dans l'onglet communauté sur la page de la chaîne. On regarde tout de suite ma note de l'état. J'ai mis un bon 16 sur 20. Alors, un point de moins que la veille, vous allez me dire, oh, c'est méchant, dis donc. Oui, mais pendant une partie de l'étape, il n'y a pas trop de spectacle, quand même, il faut bien le dire. On a eu du spectacle, certes, un petit peu de suspense, mais jamais sur la même intensité qu'hier. Hier, quand même, le suspense était à un gros niveau. Et puis la victoire dans l'échappée, bah, ça s'est fait en fait presque facilement pour Vauquelin. Il part dans ce fameux groupe de 3, sauf qu'on savait bien qu'Olivera Abrahamson était moins bon grimpeur que lui. Donc ça s'est presque fait facilement dans le final. C'est dommage, on n'a pas eu ce duel avec Axel Laurence, avec Quentin Paché, qui aurait peut-être été un petit peu différent, un petit peu plus compliqué. Il y aurait peut-être eu des retours sur la phase de plat, et puis peut-être que derrière, Pogacar-Vingegaard aurait réussi à revenir à la minute et qu'il y aurait eu du spectacle, un peu plus encore de spectacle dans le final. Mais c'est vrai que je mets ça sur aussi parce que je ne m'attendais pas du tout à ce scénario-là, d'une échappée qui aille au bout, d'un peloton presque résigné, puis qui accélère, mais un petit peu à contre-temps. Ça fait quand même 2 jours d'affilée que le peloton se fait avoir par les échappées, et ça, eh bien, ça fait plaisir. Allez, on regarde tout de suite le bilan des Bleus. Eh bien encore un bon bilan des Bleus. Aujourd'hui, ça s'est bien passé. Eh bien oui, avec la victoire de Kevin Vauquelin, 2e jour de course sur le Tour de France et déjà une victoire. Je pense que beaucoup ont rêvé de cette situation-là. Alors après, faut pas se brûler les ailes, hein. Je me rappelle d'un Brice Seuillu qui s'était trouvé dans cette situation-là et qui ça lui a peut-être ensuite coûté un petit peu dans sa carrière. La différence, c'est que Kevin Vauquelin avait déjà eu des résultats avant et surtout la différence, c'est que Kevin Vauquelin, ce n'est pas son premier grand tour. Il a déjà fait une Volta l'année dernière qui avait été compliquée. Je suis content parce que moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit performant, Kevin Vauquelin. Je vous l'avais dit, bon, on m'avait dit dans les commentaires, on a vu des discussions dans les commentaires intéressantes là-dessus. J'avais dit, je le sens pas parce que, en fait, son Tour de Suisse n'avait pas été bon. Les championnats de France, sur le chrono, il cale un peu sur la dernière portion. Donc, c'était une dernière portion où c'était donc sur le physique qui craque. Sur la course en ligne, il est assez discret et surtout dès que ça accélère, il a du mal. Hier, il explose complètement. C'était compliqué pour Kevin Vauquelin. Quand je le vois dans l'échappée ce matin, je me dis, ça va pas être si évident que ça parce que je me disais, Quentin Paché, il va peut-être pas la laisser passer celle-là. Puis je me disais, en plus, Quentin Paché, il y aurait une histoire sympa à raconter encore. Parce que je rappelle que Quentin Paché faisait partie des équipiers de Julien Alaphilippe à Imola et qui connaissait bien la côte de Galisterna parce que c'est là où il avait commencé à accélérer Quentin Paché. Le premier grand mouvement de cette équipe de France à 70 km de l'arrivée sur ces championnats du monde, c'est emmené par Quentin Paché. Donc je me disais, il y aurait un truc un peu symbolique sur cette étape où on reprenait une partie du parcours des championnats du monde de 2020, et puis il y avait aussi Axel Laurence. On sait que le coureur est talentueux, et puis je me méfiais énormément de Terrada. C'est-à-dire que Terrada, pour moi, c'était celui qui pouvait battre les Français, parce que je me disais, bon, Abrahamson, il est un petit peu fatigué. Et puis, bon, Terrada, il n'a pas hyper bien couru, il faut bien le dire. Je crois qu'il a un peu trop regardé, compter ses coups de pédale, et il y a un moment, ça lui a coûté cher, et surtout, il n'a pas vraiment réussi à accélérer. Et puis Vauquelin, de toute manière, on savait que ça allait être dans le Colle San Luca. Et je me disais, il faut déjà qu'ils arrivent groupés au Colle San Luca. Ensuite, en plus, je vois l'écart qui diminue avec la Lotto. Et je me dis, si ça commence vraiment à s'exciter dès le premier passage dans le Colle San Luca, ça peut vraiment être compliqué. Alors, ça a un peu accéléré, sauf qu'il y a un vrai temps mort dans le premier passage du Colle San Luca qui a vraiment aidé cette échappée. Et puis, quand Axel Laurence accélère, je me dis, c'est trop tôt quand même. Alors déjà, j'ai vu Jordan Gégat accélérer, je me suis dit, c'est dommage pour Jordan Gégat, il le fait un petit peu trop tôt. Et puis Axel Laurence, je me suis dit, un
Un tour de l'arrivée, s'ils n'arrivent pas à prendre de l'avance, il va peut-être le regretter. Et je me dis, à Vauclin, assis sur la selle, je me dis, déjà il est fort pour le faire dans des pentes comme ça, assis sur la selle. Et je me dis surtout, c'est qu'il n'est peut-être pas encore à 100-110% de ses capacités. Il a peut-être encore une petite marge. Bon, derrière, les deux n'arrivent pas à s'échapper. Je me dis ensuite, quand je vois le groupe comme ça de 10 se recomposer, et je commence à voir des attaques, le rythme est absolument plus bon, je me dis, il faut absolument pas se faire avoir là. Là, c'est un moment où pendant 3-4 km qui va être hyper tactique. Soit au bout de 4 km, il n'y a aucun groupe qui a pris 5 secondes, et ce qui fait qu'on se retrouve à 10 quasiment, ou avec un groupe à 10 secondes, donc ça veut dire qu'il peut revenir sur les mecs sans trop de problème. Soit tu as un groupe qui arrive à sortir et tu perds la course avant même la dernière difficulté. Et là, il fait le bon coup tactique, c'est de suivre et de se faire mal à suivre Oliveira, parce que sur le plat, il a vraiment mis une minace. Il n'est pas aidé par Abrahamson en plus à ce moment-là. Et là, je me dis, là, il a fait le bon mouvement. Si derrière, Axel Laurence roule pas et Quentin Paché roule pas, c'est mort. Il va partir et il va gagner. Et il a su saisir l'opportunité. C'est que ça qui est beau du côté de Kevin Vauclin. C'est qu'au dernier Flèche Wallonne cette année, il saisit l'opportunité. Là encore, il saisit l'opportunité. C'est quand même un coureur qui a cette capacité-là à répondre présent dans les moments où il est attendu, Kevin Vauclin. C'est-à-dire que quand on a l'impression que la pression, ça ne le gêne pas trop. J'ai l'impression qu'à chaque fois, il arrive très bien à se défaire de cette pression au niveau mental. Donc ça, c'est fort. Et puis là, dans le final, enfin, il est quand même très, très costaud. Et encore une fois, coller j'ai oublié le nom de cette côte. Le Colle San Luca, pardon. Faire ça assis sur la selle, c'est du haut niveau. Hein. C'est du haut niveau de la part de Kevin Vauclin. Donc ouais, très fort. Très fort de la part du coureur français. En plus, il apporte cette première victoire à cette formation Arkea. Il y avait une sorte de malédiction avec Arkea. On parlait l'année dernière la malédiction Cofidis avec le Tour de France. Ça faisait depuis Chavanel qu'ils n'avaient pas gagné. Mais du côté de cette formation, il y avait Warren Barguil qui n'était pas passé loin sur le Giro. Quintana n'était pas passé loin non plus sur le Tour de France. Enfin voilà, il passait à chaque fois pas loin. Il y avait eu aussi un Dan McClay, je crois, hein, ou un Connor Swift, je sais plus, qui n'était pas passé loin également sur une étape de grand tour. Mais à chaque fois, il y avait quelqu'un qui était meilleur, qui était plus rapide. Et là, ils arrivent enfin à remporter cette victoire. On ne pourra pas leur dire, c'est pas une équipe de World Tour. Alors peut-être que l'année prochaine, en fin 2025, ils seront plus en World Tour, mais au moins, ils ont gagné leur étape sur un grand tour. Pour le sponsor BNB aussi, hein, qui avait soutenu Jérôme Pinault, c'est aussi la première victoire sur un grand tour au final. Et puis que ça soit apporté par un coureur sur lequel ils ont misé d'entrée, parce que c'est un pur produit, on va dire, Arkea, hein, c'est sa première équipe. Ils ont été le repérer et ils ont tout de suite senti le talent. Bien ça, c'est fort aussi. Voilà, donc ça fait plaisir pour cette équipe et pour Kevin Vauclin. Et puis j'espère que ça va décompresser un petit peu dans cette équipe, avoir un petit peu moins de tension, enlever un peu de la pression sur Arnaud Démare, qui a l'air quand même d'être un peu mieux. Arnaud Démare que sur certaines périodes de l'année, on sent que les jambes sont un peu meilleures du côté d'Arnaud Démare. Après, de là à remporter un sprint, il faut encore que tout se goupille. Et ça, on verra ça demain. Deuxième coureur du côté de ce bilan des Bleus, deuxième coureur top, c'est Quentin Paché. Il fait une erreur aujourd'hui, Quentin Paché, mais je pense qu'il n'avait pas les jambes pour suivre à ce moment-là. Je pense qu'il avait vraiment besoin de souffler parce que dans le Colle San Luca, c'est dur. C'est dur quand même pour Quentin Paché. Premier passage du Colle San Luca, tu sens qu'il le fait à l'arrache et on peut comprendre que dans la phase de plat, il a besoin de respirer, de souffler un coup. Et je pense qu'il lui en a manqué un peu. Mais ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'on voit du Kevin Geniet. Certes, les leaders, tes deux leaders potentiellement pour le général, ils sont pas en forme, ils sont pas au top. Mais hier, on a vu Madouas. Là, aujourd'hui, on voit Paché. On voit Kevin Geniet. C'est quand même une équipe qui est tournée à l'attaque, vers l'attaque. Et là, aujourd'hui, il y aura déjà un podium d'étape sur ce Tour de France pour la Groupama FDJ.
On verra ce que ça donnera ensuite, mais on sent que c'est une équipe qui est déjà tournée sur ok, on ne peut pas jouer le jour général, pas de problème, on passe sur l'après. Et je trouve que Quentin Paché, en plus, c'est un coureur qui est dans les échappées et toujours dangereux. Alors, les dernières, il était dans l'échappée du Puy-de-Dôme, je crois me souvenir, il avait un peu souffert dans le Puy-de-Dôme, mais c'est un coureur qui sait prendre les bonnes échappées. Quentin Paché, bon, là encore une fois, il y avait des coureurs qui étaient un petit peu trop forts pour lui. Mais voilà, un jour il aura sa victoire quand à Paché. C'est vrai que c'est quand même un coureur qui est un bon puncher. Il y a toujours eu meilleur que lui. Voilà, j'espère qu'un jour il y aura la victoire parce que ça serait dommage que lorsqu'il arrête sa carrière, Quentin Paché, eh bien, il n'y ait pas cette victoire chez les professionnels. J'espère que ça arrivera, peut-être sur le Tour de France, peut-être sur une autre épreuve, mais j'espère que ça arrivera pour Quentin Paché. Du côté des coureurs corrects, je commence avec Axel Laurens. Pour moi, il avait les jambes aujourd'hui, Axel Laurens. Il s'est un peu enflammé, déjà. Il s'enflamme lors du premier passage sur la montée de San Luca. Pour moi, c'est pas à lui de faire l'effort à ce moment-là. Pour moi, il doit juste suivre. Et ensuite... il doit attaquer dans le deuxième passage. Mais pour moi, il devait pas attaquer lors du premier passage. Dans le premier pif-pas, c'était pas à lui de faire cet effort-là. C'était à Vauquelin, c'était à Terrada. Lui, il devait suivre. Il devait se cacher. Et puis après, dans le dernier passage, oui, il fallait qu'il se découvre parce que forcément on allait un petit peu le regarder. Moi je trouve qu'il fait une énorme erreur, c'est de ne pas suivre Vauquelin. C'était le deuxième coureur qui avait une bonne pointe de vitesse, Vauquelin. C'était lui qu'il fallait que tu cibles. Pendant tout le final, il fallait que tu cibles Vauquelin. Et le problème c'est qu'à 20 bornes de l'arrivée, il ne le suit pas. Il fait l'erreur. Et l'erreur, ça lui coûte cher. Alors après la grande question c'est est-ce qu'il aurait été en mesure de le suivre. Tu vois que sur la fin il est quand même un peu fatigué. Axel Laurens, voilà, c'est dommage, je pense qu'il s'est un peu enflammé. Voilà, c'est son premier Tour de France aussi. C'est peut-être une montée qu'il ne connaissait pas. Il a tenté le coup. Bon, sur la fin, ça a été difficile. Bon, voilà, demain, il fera le travail d'équipier pour son leader, pour Jasper Philipsen. J'espère qu'il y aura d'autres opportunités pour Axel Laurens. Là, voilà, c'était. Il s'est un peu enflammé, voilà, tout simplement. Un peu comme Jordan Jegat également, hein, le coureur de la Total Energy. Jordan Jegat qui... alors je sais pas pourquoi sur France Télé il disait Jordan. Parce que juste maintenant, moi sur Eurosport, il disait Jordan Jegat. Donc je ne sais pas si c'est Jordan ou Jordan. Je vais quand même plutôt faire la prononciation de France Télé. De Eurosport, pardon. Donc Jordan Jegat, très bon. Mais qui s'est aussi enflammé, donc voilà, c'est un peu le même parallèle. Voilà, c'est leur premier Tour de France, hein, la fougue de la jeunesse, parfois ça a eu du bon, et puis parfois il faut réussir à être patient. Et là, ça a été leur problème à tous les deux. Deuxième coureur qui a passé pour moi une journée correcte, c'est Romain Bardet. Alors oui, il perd le maillot jaune, c'est peut-être même presque un mal pour un bien. Parce qu'on a vu quand même des coureurs parfois s'épuiser à vouloir défendre un maillot jaune et ne pas pouvoir faire grand chose ensuite sur la deuxième, troisième semaine du Tour de France. Donc voilà, il va pouvoir maintenant peut-être se déconcentrer de cette course, notamment pouvoir peut-être récupérer sur l'étape numéro 4 et puis se reconcentrer à partir du Lioran, où là je pense qu'il voudra être à l'avant de la course sur cette étape-là. Et peut-être que demain il y aura... il récupérera demain, mardi également du côté de Romain Bardet, mais c'est presque un mal pour un bien. Et pour moi en plus, il a fait honneur au maillot jaune aujourd'hui, il l'a défendu jusqu'au bout. Je pense qu'il a fini l'étape bien rincé, Romain Bardet, et je pense qu'il n'a pas de regret à avoir. Il a fait le maximum, il a porté haut les belles couleurs de ce maillot jaune, de sa formation DSM. Bon, je savais qu'aujourd'hui ça allait être compliqué. Il a même dit en interview qu'il y a eu une sorte de coalition française, ce qui n'arrive pas toujours dans d'autres nations, d'avoir des coureurs comme ça qui s'encouragent entre eux, avec un Romain Grégoire qui a encouragé un Romain Bardet.
Dans le final, certes, il y a eu Warren Barguil, mais qui a suivi le coup avec Benelli, et c'est vrai qu'ensuite il était un peu seul, parce que même Oscar Ondy, au final, a perdu du temps sur cette étape, donc c'était un petit peu compliqué, voilà, pour Romain Bardet. Maintenant, il faudra se reconcentrer sur la deuxième semaine, troisième semaine, où là, je pense qu'il y aura encore des belles opportunités pour lui, pour pourquoi pas aller chercher une deuxième étape, aller chercher une cinquième étape du côté du Tour de France. Et ici, c'était du côté de l'étape du Lioran. Là aussi, il y aurait une magnifique histoire à faire ce jour-là, un petit peu comme l'année dernière avec Thibaut Pinot, lors de ce dernier samedi de Tour de France. On passe... alors, autre coureur qui a passé une journée correcte, RAS, j'ai même envie de dire, Guillaume Martin, toujours avec les meilleurs au niveau du classement général. Hein. Et il est toujours dans le deuxième groupe des meilleurs, derrière le groupe Pogacar, donc ça c'est très très bien. Et puis en flop, encore une fois, Gaudu Martinez. Gaudu aujourd'hui, il finit avec Brian Cocard. Au général, il est dans les temps de Brian Cocard, David Gaudu. Voilà, donc je sens que ça va être vraiment la croix et la bannière, ce Tour de France pour lui. Ça va vraiment être un chemin de croix. J'ai peur pour David Gaudu parce que là, il est vraiment pas dans le coup. En fait, il n'y a que Lenny Martinez qui finit dans le même temps que lui et Clément Rousseau. Et c'est quand même assez incroyable, c'est que tes deux leaders finissent derrière Kung, derrière Geniette, derrière Madouas qui pourtant était dans l'échappée hier. Je pense qu'il va pas prendre les échappées tout de suite. Moi, je suis pas convaincu de cette fameuse idée de je me refais la cerise sur un grand tour. Parce que pour moi, sur un grand tour, quand tu commences déjà pas top, tu finis souvent pas top, c'est assez rare de rectifier le tir. Et bon, je suis pas convaincu qu'on ait du grand David Gaudu cette année sur le Tour de France. Allez, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, aujourd'hui, Jonas Vingegaard, hein. Pour moi, c'est le coureur au top parce que c'était un vrai test aujourd'hui que lui a fait passer Pogacar. Un vrai test physique. En VO2 max, test sur 5 minutes. Il l'a réussi haut la main. Moi qui étais plutôt... je vous l'avais dit, hein, j'étais très perplexe sur la capacité à Vingegaard d'être performant sur ce Tour de France. Là, il m'a vraiment rassuré. Alors je me dis, la difficulté maintenant pour Vingegaard, on sait qu'il va être dans le coup sur la première semaine, sur la deuxième semaine. La question, ça va être sa capacité de récupération et la fatigue qu'il a accumulée pour être à ce niveau-là. Un petit peu comme Pogacar l'année dernière. Est-ce que ça ne va pas exploser en fin de deuxième semaine, en début de troisième semaine, sachant que cette année, la troisième semaine est quand même très très costaud. Ça, c'est la grande question. Mais on sait déjà que pendant au moins 11-12 jours, on aura un duel entre les deux. C'est-à-dire qu'au moins dimanche prochain, il y aura un duel entre les deux encore. Ce qui va nous faire vivre un beau spectacle. Pogacar n'est pas totalement au-dessus du lot pour le moment aussi. Alors ça avait été presque le cas aussi sur la première étape de montagne du Giro. La première arrivée au sommet le deuxième jour, il n'était pas au-dessus forcément. Alors il a eu un changement de vélo je crois, mais il n'était pas totalement au-dessus du lot avec son problème de compteur. Là, du côté de Vingegaard, on sent que Vingegaard peut aller le titiller, et je rappelle que là on était quand même plutôt sur un terrain pour Pogacar que pour Vingegaard, hein. On était sur des montées qui étaient très sèches, des efforts très punchy, c'est pas forcément la spécialité de Vingegaard. Donc même un Vingegaard au top de sa forme aurait pu perdre du temps sur cette étape, il a réussi à suivre. Ça montre qu'on est quand même sur un Vingegaard qui pour le moment est pas loin d'être à 100% de sa forme physique, sa condition. Mais encore une fois, pour réussir à être à 100% de sa condition physique en aussi peu de temps, ça veut dire qu'il a dû s'entraîner énormément, ce qui a pu provoquer de la fatigue. Et maintenant, la question qu'il va falloir se poser, c'est qu'est-ce que en fin de deuxième semaine, début de troisième semaine, ça va pas lui exploser à la gueule. Mais ouais, le match va être sympa entre les deux. Et le problème autour de Vingegaard maintenant, c'est que l'équipe, vous avez Jorgensen. En plus, Jorgensen, Van Aert sont tombés. Mais ça reste quand même faible, hein. On voit que c'est un peu le problème. Il manque un Sepkus, ça très clairement. Il manque le Sepkus de l'année dernière du côté de cette formation. Il manque peut-être un Jan Uijtdebroek au top de sa forme aussi, qui aurait pu aider un Vingegaard. Voilà, là c'est un petit peu dommageable. Il y aura du Kelderman, mais il y a déjà 3 coureurs qui sont tombés quand même dans cette formation.
Donc c'est là le point noir. Et quand on me dit c'est de la malchance, quand tu as quasiment la moitié de l'équipe qui est tombée depuis le début d'année, c'est plus de la malchance. Je veux bien quand c'est 1 ou 2 coureurs, là c'est pas de la malchance. Pour moi, c'est qu'il y a un problème. Alors, est-ce que c'est les directeurs sportifs qui parlent beaucoup trop à la Yates? Est-ce que c'est un problème de pression de pneus, de matériel qui manque d'adhérence? Je ne sais pas, mais on ne peut pas dire que c'est la malchance. La malchance, c'est une fois, c'est 2 fois. C'est pas quand vous avez 10 coureurs, dont certains qui stallent 2 ou 3 fois dans l'année. C'est qu'il y a un autre problème. Du côté des coureurs au top, deuxième coureur au top, c'est Richard Carapaz. Du côté de l'Équateur, il y a peut-être des dirigeants qui vont commencer à se dire « Est-ce qu'on a misé sur la bonne carte avec Narvaez ?» Ah, c'est le problème de ces sélections pour les Jeux Olympiques. Au maximum, il y avait 4 places. Au pire, il y avait seulement une sélection possible par nation et il fallait faire des choix. Et le problème du côté de Carapaz, et là je trouve que c'est une décision qui est bien malheureuse, il n'y avait pas de place pour le champion sortant. Il n'y a pas de quota nominatif pour le champion sortant du côté du cyclisme aux Jeux Olympiques. Et ça, c'est une erreur pour moi de la part du CIO, parce qu'on le voit dans d'autres disciplines où le champion sortant, on va dire, est assuré de participer aux Jeux, ce qui n'est pas le cas pour Richard Carapaz, qui se retrouve donc à ne pas être sélectionné. Mais du côté de l'Équateur, on va se dire, est-ce qu'on a choisi la bonne carte? Et Narvaez, il va aussi commencer à se dire, faut pas trop que je me rate sur les Jeux Olympiques, parce que sinon Carapaz, peut-être qu'il va pas me rater, surtout qu'il a déjà été bien sévère dans les commentaires. Alors, moi, je n'en fais pas encore un favori pour un classement général, parce que il avait dit en interview quand même qu'il jouait pas vraiment le classement général du côté de l'AEF, mais on voit que sur un terrain quand même ça punchy, Carapaz, ça reste Carapaz, c'est-à-dire que ça reste un coureur qui va être très dangereux, et pour chasser les étapes, il sera dangereux. Le général, il faudra voir sur le temps, il faudra voir lors de l'étape 4 déjà. Et je me dis que j'espère qu'ils ne se sont pas plantés du côté de sa formation, parce que sinon ils vont peut-être regretter. Et je me dis que Richard Carapaz, Classica San Sebastian, ça pourra avoir de la gueule aussi pour le coureur équatorien. Une semaine après les Jeux Olympiques, on aura peut-être des coureurs un petit peu fatigués à ce moment-là. Ça peut être une belle opportunité pour Richard Carapaz, qui lui n'aura pas participé au jeu et qui pourrait peut-être faire de cette épreuve un objectif de sa deuxième partie de saison. Mais Carapaz solide aujourd'hui, et puis l'année dernière au moment de la deuxième étape il était déjà rentré chez lui, donc là ça doit lui faire du bien au coureur de la EF Education. Et puis je termine avec Abrahamson, sacré perf quand même du coureur de la Uno X, parce que hier il était dans l'échappée. Il part kilomètre 190, il se fait rattraper à 42 km de l'arrivée, donc il fait 150 km devant. Aujourd'hui, il part au kilomètre 188, donc jusqu'à l'arrivée, donc il fait 188 km d'échappée. C'est du costaud, 150, 128, voilà. On n'est pas sur des petites journées de repos. On est sur du 340 km d'échappée. Donc non, c'est du très très solide de la part de Abrahamson. Il augmente son avance au niveau du classement du maillot à poids. Donc demain, il pourra se reposer. Je ne sais pas s'il se reposera lors de l'étape 4. Parce que lors de l'étape 4, vous pouvez prendre un petit peu d'avance également du côté de ce classement de la montagne, parce qu'il y aura des points à aller chercher. Mais il peut être déjà très content de son début de Tour de France. Ça lance aussi, je pense, correctement la Uno X. 2 jours où tu es présent à l'avant de la course, c'est bien. Aujourd'hui, une deuxième place. C'est aussi une équipe qui est à la recherche de sa première victoire sur un grand tour. Ils ont déjà gagné pour la première fois en World Tour cette année. Est-ce que ça sera également pour Abrahamson sur un grand tour? Mais c'est quand même impressionnant ce qu'il a fait aujourd'hui. Impressionnant. Alors oui, il a tapé la tête dans le pif-paf au Colle San Luca. Déjà, c'est un endroit quand même qui est extrêmement compliqué. C'est pas forcément le gabarit idéal du puncher. Et puis il est tombé aussi sur du Grand Vauclin, qui a fait un énorme effort à ce moment-là et qui a voulu taper là où ça faisait mal. Et on peut comprendre à un moment que les jambes étaient dures. Mais quand tu regardes Romain Bardet, comment il a souffert, Van den Broek également, comment il a souffert, réussir à faire ça 2 jours d'affilée, c'est quand même vraiment impressionnant. Surtout qu'il s'est battu sur tous les classements de la montagne pour aller marquer des points.
aussi aujourd'hui, hein. C'est-à-dire que c'est pas j'ai pris l'échappée, j'ai sauté la moitié de mes relais et j'ai pas fait grand-chose. Non, c'est j'ai pris l'échappée, j'ai été chercher des points sur les sprints intermédiaires, sur les différents classements, parce qu'au sprint intermédiaire, il passe en tête, je crois me rappeler. Oui, il passe en tête au sprint intermédiaire pour les classements de la montagne. Donc il a vraiment pas couru à l'économie. À la fin, il arrive à ressortir dans le final pour prendre la deuxième place. Chapeau, demain maillot vert avec le maillot à poids, bah c'est déjà du solide pour Abrahamson. Donc chapeau monsieur. Et du côté de la Uno X, il faut sécuriser son contrat. Moi je crois que son contrat a été sécurisé, ce qu'on avait vu hier du côté d'Abrahamson. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Premier bonnet d'âne du jour, la loto. C'est pas une bonne stratégie. On a parlé hier de la stratégie de l'AEF, mais la stratégie de la loto aujourd'hui, je vois pas quelle était l'idée de laisser partir un échappé à 8 minutes et ensuite d'utiliser Campenard comme ça en roulant comme des déterrés pendant 40 bornes pour ensuite ne rien faire dans Colle San Luca. Ils n'ont rien fait. Il n'y avait plus personne dans la formation à Colle San Luca. Il fallait rouler avant. Il fallait pas que cet échappé prenne 8 minutes d'avance. Il fallait rouler. Si ton objectif c'était que Van Gils puisse se battre pour la victoire, il fallait rouler bien avant. Là, on a quand même du mal à comprendre quelle a été la stratégie pour cette formation qui déclenche à une soixantaine de kilomètres de l'arrivée, alors que l'écart est de 9 minutes 30 et que tu sais déjà que pour revenir qu'il va falloir quand même rouler très très fort et que devant ça se regarde quand même énormément, surtout que c'était quand même un groupe de 10. Donc on n'était pas sur un groupe de 2 coureurs où les relais repassent vite, non, on était quand même sur un groupe de 10. Et derrière, on décide de rouler à ce moment-là, pour ensuite tenir une trentaine de kilomètres, parce qu'ils ont roulé sur un énorme rythme. Campenard, il est en forme, hein, parce qu'il a fait vraiment un gros tempo, sauf que derrière, ça servait à pas grand-chose. À part consommer de l'énergie à Campenard, Van Gils ne tente rien ensuite derrière. Si tu as Van Gils qui tente quelque chose, ou si tu as le rythme qui est poursuivi par d'autres coureurs, tu peux te dire, ok, la loto cherche la victoire d'étape, ils vont peut-être aller la trouver, cette victoire d'étape. Mais Van Gils n'a pas tenté grand-chose. Ça, c'est bien dommageable, parce que c'est vrai que depuis le début de saison, il fait il a des énormes jambes, et il est quand même très fort, hein, notamment dans ce profil de la puncher, mais la loto ne devait pas laisser à l'échapper 8 minutes d'avance. Ça a été une énorme erreur. Et ils ont consommé beaucoup d'énergie au final pour pas grand-chose. Parce que je vois pas à quoi ils pouvaient s'attendre à 60 bornes de l'arrivée avec 9 minutes 30 de retard. Vraiment. Et avec que Campenard. C'est-à-dire soit tu avais 3-4 coureurs avec que Campenard, c'était quand même un petit peu trop léger. On poursuit du côté des bonnets d'âne. Michael Matthews, il rate le coche aujourd'hui, hein, Michael Matthews, parce que s'il arrive à rentrer sur le groupe de 11 coureurs avec Van der Moer, forcément ça change la donne. Ça change la donne parce qu'un Michael Matthews, face à Vauquelin, il n'aurait peut-être pas réussi à le larguer, Vauquelin. Et puis peut-être que ça aurait changé également la physionomie de la course du côté de Matthews. Et de toute manière, je pense qu'on l'aurait vu dans les 3-4 meilleurs de la journée. Donc c'est dommage pour le coureur australien. Parce que il rate le coche complet. Matthews, il part à contre-temps, et puis c'est surtout qu'en plus à ce moment-là, le peloton ne se calme pas tout de suite. Donc ce qui fait que le groupe de 11 est obligé de rouler fort quand même pour faire l'écart. Et forcément, un groupe de 11 face à 2 coureurs derrière, ça a été très compliqué pour les deux de derrière. Donc c'est dommage du côté de Michael Matthews. J'espère qu'il y aura d'autres opportunités pour lui, parce que là c'est vrai qu'aujourd'hui c'était une belle étape. Demain il fera le job pour Groenewegen. Il y a quand même l'étape des chemins blancs qui pourrait lui convenir. Michael Matthews, étape du Dioran aussi, pourquoi pas super d'évoluer également en fin de course. C'est des étapes qui peuvent être très intéressantes pour lui s'il prend les échappées. Là voilà, il lui a pas manqué grand chose à Michael Matthews, mais il se retrouve du mauvais côté. C'est vrai que c'est un petit peu dommageable. Bonnet d'âne aussi du jour, Roglic. Ça fait quand même depuis quelques temps qu'il a tendance à courir vachement derrière, Roglic. Qu'il a tendance comme ça à laisser des groupes devant et se mettre en 15e, 20e position. C'est ce qu'on avait vu déjà l'année dernière sur le Giro.
où il avait tendance à courir très très loin dans le peloton. Et j'ai l'impression qu'il a cru que ça lui avait plutôt bien réussi sur le Giro, donc il le reproduit tout le temps maintenant. C'est rare qu'on ait quand même Roglic bien placé dans une montée. Sauf que sur le Giro, ça marchait déjà parce que tu n'avais pas forcément une énorme opposition, mais aussi parce que sur les montées où il l'a fait, c'était pas des routes qui étaient hyper étroites. Quand tu es sur une route étroite, le placement est prépondérant. Et on a bien vu à un moment que Vlasov, il se demandait mais pourquoi Roglic n'était pas dans ma roue. Parce que voilà, il devait être dans la roue. Alors, ça veut dire également aussi que Roglic n'est peut-être pas au top de sa condition physique. Et ça serait pas vraiment rassurant. Mais en même temps, quand on regarde bien, dernière étape du Dauphiné, difficile. Même s'il remporte la course, c'est pas la meilleure étape. Il remporte le Dauphiné. On a vu pas mal de mecs remporter le Dauphiné, ensuite s'écrouler derrière sur le Tour de France. Sur la première partie de saison, avant le Tour du Pays Basque, ils sont quand même légers les résultats pour Primož Roglic. Donc là, c'est dommageable aujourd'hui parce qu'il perd 20 secondes. Il perd 20 secondes aussi sur des adversaires pour le podium. Par exemple, Remco Evenepoel, qui est un adversaire pour le podium, il perd 20 secondes. Et puis surtout, pas très rassurant quand même sur sa condition physique. Parce que dès que ça a accéléré, il avait du mal. Donc dommage. Voilà du côté de Roglic. Mais le placement aussi, parce qu'à être placé aussi loin, faut vraiment être très très fort dans ce genre de cas. Et là, il était seulement moyen aujourd'hui. Et donc, ça lui a coûté extrêmement cher à Roglic. Donc, j'espère qu'il va rectifier le tir parce que sinon, Vlasov, il va commencer à râler un petit peu le Russe parce que il aimerait bien cette place de leader. Et pour le moment, cette place de leader, elle est donnée à Roglic. Et c'est vrai que Vlasov, il va peut-être être obligé de quitter l'équipe. Alors que j'avais l'impression que l'année dernière, il s'y sentait plutôt très bien. Et puis, je termine avec Ineos. J'ai l'impression que du côté d'Ineos, il se produit ce que j'avais un petit peu imaginé lors de la présentation des favoris. J'avais dit, je les mets en outsider parce que pour moi, il n'y en a aucun qui va rouler pour l'autre. Et on est typiquement dans ce cas-là, ils sont 3 dans le deuxième groupe. On a vu sur les quelques images qu'on a vues du deuxième groupe, il faut bien dire qu'on n'a pas vu grand-chose, on ne voit aucun Ineos faire un gros tempo. Pidcock ne roule pas pour Rodriguez. Rodriguez ne roule pas pour Pidcock. Vous avez également dans ce groupe-là, du côté d'Ineos, j'ai oublié qui il y avait d'autres. Il y avait Bernal. Bernal n'a pas roulé non plus pour les deux autres. Les 3 se retrouvent à 2 minutes 42, donc ils perdent 20 secondes sur le groupe Pogacar, mais il n'y en a aucun qui a roulé pour un autre coureur. C'est quand même dommageable. Et en plus, pas de chance pour eux, Lorenz de Plus est tombé. Et on sait l'importance qu'a Lorenz de Plus en montagne. C'est vraiment un équipier hyper important. Je dirais que c'est un petit peu le Rafał Majka du côté de Ineos, si on pouvait comparer avec la UAE. Et c'est vrai que là, Lorenz de Plus, il aura peut-être manqué un peu dans le final parce que la chute lui a peut-être coûté un petit peu d'énergie. Et surtout, on est totalement dans la situation où vous avez 3 leaders et qu'il n'y en a aucun qui se sacrifie pour les autres. Je vous avais dit, pour moi, Geraint Thomas, après le Giro, ça va être compliqué. Voilà, il est 54e aujourd'hui, il est lâché assez vite. Katowski, Stroviero, Turner, ce sont des équipiers, on l'avait bien compris, mais tu as ce problème d'avoir 3 leaders. Et pour moi, il n'y en a aucun qui veut se sacrifier pour l'autre. Et ça va être pour moi le gros souci. Je ne vois pas Pidcock rouler pour Bernal, je ne vois pas Bernal rouler pour Rodriguez, et je ne vois pas non plus Bernal et Rodriguez rouler pour Pidcock. Donc ça risque d'être un petit peu le serpent qui se mord la queue. Et en plus, comme chez Ineos Grenadiers, on a quand même du mal à gérer les égos depuis la mort de Nicolas Portal. J'ai peur que ça soit un Tour de France pas top au niveau résultat, mais peut-être croustillant dans les coulisses de cette formation. Pour finir cette vidéo, on regarde tout de suite les différents classements. Les différents classements, comme tous les soirs, on commence avec le classement de l'étape. Bien entendu, Kevin Vauquelin, vainqueur du jour, devant Abrahamson, Quentin Paché, Christian Rodriguez. Le premier coureur qui n'était pas dans cette échappée, c'est Richard Carapace qui prend
la 10e place. Vous voyez qu'il n'y a pas de cassure entre Pogačar, Remco Evenepoel. C'est donc bien le Slovène qui prend le maillot jaune à égalité de temps avec Remco Evenepoel, Vingegaard et Carapaz. C'est-à-dire que demain, si Remco Evenepoel finit 3 places devant Pogačar, c'est Remco Evenepoel qui récupère le maillot jaune. Donc le sprint aura également un intérêt pour ce classement. On retrouve ensuite Romain Bardet à 6 secondes, 5e. Et puis un peloton à 21 secondes avec Van Gils, Berman, Bilbao, Ciccone, Guillaume Martin, Jorgensen qui est à ce niveau-là. Et puis donc déjà des coureurs qui ont perdu du temps. Derek Guy, Jack Haig, Buitrago qui sont déjà au-delà de la minute. Mentis déjà à 2 minutes 30 également. Et puis je ne parle même pas de David Gaudu qui lui est bien plus loin. David Gaudu, oui il est très très loin. David, voilà, il est 44 minutes 59 dans le même temps que Brian Cocard au-delà de la 100e place. Je dois vous dire que c'est quand même pas foufou pour le moment pour le français. Le maillot vert mené par Abrahamsen avec 67 points devant Vauquelin et Quentin Paché. C'est donc le maillot que portera Jonas Abrahamsen, parce que je rappelle que du côté des maillots, c'est jaune, vert, à pois et blanc dans l'ordre d'importance. Donc si vous avez le maillot vert et le maillot à pois, c'est le maillot vert qui est prioritaire sur le maillot à pois. Donc Abrahamsen portera ce maillot pour ce classement. Du côté des sprinters, on est encore très loin. Le meilleur, je dirais, c'est Wout van Aert, qui est pour le moment 10e. Du côté du classement de la montagne, donc là encore Abrahamsen avec 23 points, mais donc demain ça sera Valentin Madouas qui portera le maillot. On retrouve ensuite Frank Van Den Broek, Yann Izagirre, Romain Bardet dans ce classement. Du côté des classements du maillot blanc, c'est Remco Evenepoel qui est en tête avec désormais 21 secondes d'avance sur Van Gils, Pidcock, Rodriguez, Jorgensen, Ayuso qui a réussi à s'en sortir parce que hier c'était quand même pas foufou, Ayuso. Et puis Buitrago à 1,11. Oscar Andy, voilà aussi, qui a perdu du temps dans ce classement, comme Tobias Haaland, Johannessen. Et puis du côté du classement par équipe, ce n'est plus la DSM qui est devant, c'est la Movistar, avec 30 secondes d'avance sur UAE et 51 secondes d'avance sur Ineos. Et la Red Bull, on retrouve ensuite la Soudal Quick-Step à 1 minute 30, première équipe française. C'est la Decathlon AG2R, mais qui est au-delà du top 10. Elle se trouve à la 12e place, cette formation. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve demain, 7h, pour la présentation de l'étape numéro 3 du côté de Turin. Allez, ciao ciao sur Amérique Production.